Bonjour Florent, au Conservatoire de Paris, je suis avec Elsa Dreissig. Bonjour. Le Conservatoire de Paris, c'est un prestige. Eh ben oui, j'ai passé un concours comme tout le monde qui veut tenter de rentrer dans cette école. Donc je l'ai passé il y a maintenant 2 ans, en février. Il y a plusieurs tours à passer. Un premier tour où on doit chanter 2 morceaux. Une sélection très rude après le premier tour, parce qu'on a environ une centaine à passer au premier tour et seulement une vingtaine à passer au deuxième tour. Puis un deuxième tour où on chante 3 morceaux avec un entretien avec le jury, comme troisième tour, si on peut appeler ça un tour. Et puis on a aussi un examen de solfège avant un éliminatoire pour vérifier notre niveau, si on peut passer le concours ou pas. Et vous vous souvenez d'un des morceaux que vous avez joué durant ces tours ? Ah bien sûr, c'est des morceaux que j'ai travaillé très très dur, qui sont gravés dans ma mémoire, je pense, pour l'éternité. Donc au premier tour, j'avais chanté Lauda Muste, qui fait partie de la grande messe en ut de Mozart. Puis j'avais chanté un air de Monteverdi. Et au deuxième tour, j'avais fait un Rossini, Una voce poco fa. Et puis 2 mélodies qui sont imposées. En fait, on a l'obligation de chanter une mélodie française et un leader ou une mélodie étrangère. J'avais un lead et une mélodie étrangère. Et du coup, j'avais fait un lead de Schubert et une mélodie de Poulenc. Là. Et d'où vous vient cette passion pour la musique ? De votre enfance ? Oui, depuis toute petite, parce que ma mère est chanteuse d'opéra. Donc je suis née dans le milieu musical. Dès que j'étais dans son ventre, dès petite, elle a chanté sur scène. Donc il faut croire que ça m'a influencée, en tout cas, dès que je suis bébé. Et puis j'ai intégré très vite des maîtrises d'opéra d'enfants. C'est-à-dire dans chaque institution d'opéra, enfin peut-être pas dans chaque, mais dans beaucoup, il y a des chœurs d'enfants qui servent dans certains opéras où il y a des chœurs d'enfants. Par exemple, la Bohème, il y a un petit chœur d'enfants. Dans Werther aussi, il y a un petit chœur d'enfants. Donc je faisais ça. Donc j'ai été d'abord en Wallonie, en Belgique, là où ma mère était en troupe à l'opéra, et je chantais dans le chœur d'enfants là-bas. Et puis lorsqu'on a déménagé à Lyon, j'ai intégré la maîtrise d'opéra de Lyon. Donc j'ai fait du chant à partir de mes 6 ans jusqu'à mes 16 ans dans les chœurs d'opéra. Et Lyon a une phase importante également en France. Ah oui, très. En tout cas, cette maîtrise m'a apporté énormément, parce qu'on ne fait pas que chanter dans les opéras, mais on apprend le piano, le solfège, les claquettes, on a des cours de théâtre, enfin c'est une très très bonne formation. C'est vraiment pluriculturel, oui, au final. Tout à fait. De toute façon, maintenant, de plus en plus, en tout cas dans le milieu lyrique, on nous demande de savoir à la fois danser, faire du théâtre bien évidemment pour pouvoir interpréter les personnages. Et puis, si on peut avoir à côté quelques bases de piano pour pouvoir déchiffrer nos partitions tout seul, c'est très important aussi. On voit que le théâtre, par exemple, est très complémentaire parce qu'on fait travailler les expressions, les émotions, et dans la musique, c'est ça qui prime. Ah, tout à fait. Je base énormément de mon travail sur ça, beaucoup de temps, d'énergie déjà quand on fait une mélodie étrangère, dans la traduction du texte pour le comprendre entièrement, savoir qui on est, comprendre son personnage, et puis voilà, un très grand travail d'interprétation. Il y a une très très grande approche théâtrale des morceaux, en tout cas pour moi. Le Conservatoire de Paris, vous y étudiez justement le chant lyrique avec Valérie Guillory. Il y a un pianiste. Alors Jeff Cohen, ça a été le coup de cœur de cette année au Conservatoire. Il est professeur ici dans la classe de lead et mélodie, ça s'appelle. C'est une classe qu'on peut intégrer seulement en duo, c'est-à-dire qu'il faut avoir un pianiste. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans sa classe avec Josquin Autal, qui a été mon pianiste durant l'année chez Jeff.
ça a été voilà, un coup de cœur pédagogique, artistique, humain. Et j'ai eu la chance après de faire 2 récitals avec lui. Donc Jeff Cohen au piano et moi en tant que chanteuse. Un au musée d'histoire du judaïsme, où on a fait un répertoire Cosma Glansberg, avec un autre chanteur qui était baryton, et un autre concert au Muro pour la fête de la musique. Comment ça s'est déroulé, justement ? Alors, donc les répétitions avec Jeff Cohen, elles étaient passionnantes, bien évidemment, parce qu'il a une connaissance sur le répertoire et une connaissance du métier qui est formidable. Du coup, on ne pouvait pas travailler ça au CNSM parce que le cours au CNSM était réservé avec le pianiste avec qui je travaillais. Donc, soit on prenait une salle en dehors des heures de cours ou sinon chez lui. Et puis, le live, c'est toujours la surprise, malgré le travail. Ça compte énormément de savoir le public, comment il était, comment il est, comment il réagit, comment l'acoustique de la salle est. Mais quand on est aussi bien accompagné, parce qu'il faut dire que le métier d'accompagnateur n'est pas facile du tout, il faut à la fois déchiffrer des tonnes de partitions, rattraper ce que le chanteur fait comme faute, et en plus l'aider à aller jusqu'au bout de ses phrases, etc. C'est vraiment un métier extrêmement passionnant, mais très compliqué. Et quand on est aussi bien accompagné qu'avec Jeff Cohen, le live s'est très bien passé, et on a eu... au Muro, par exemple, un public d'enfants qui était très très agréable, très à l'écoute, et c'était un vrai plaisir. Dans la musique, il y a toujours l'exigence, la recherche de la perfection qui est important. Ah, tout à fait. Après, il faut faire attention de pas... l'humain est très important, donc ce qui est beau aussi à voir, c'est la faille chez un chanteur, quelqu'un qui est très 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 sûr comme un rock et qui veut juste une perfection absolue dans sa voix, dans son texte. C'est très impressionnant, mais c'est pas ma recherche. Moi, je recherche vraiment à vouloir toucher, à comprendre qu'est-ce qui touche le public, qu'est-ce qui leur plaît véritablement. C'est pas quelqu'un de stoïque sur scène qui est sûr et qui chante très bien sûrement, mais ça, en tout cas, c'est pas ma démarche. Je suis très intéressée par comprendre psychologiquement dans un air qu'est-ce qui touche, et même quelqu'un qui ne connaît pas l'air, qui ne comprend pas le texte, qui se disent ah oui, en fait cette musique est très très belle et très accessible si on la fait partager de la sorte. Le répertoire allemand le permet notamment. Pouvez-vous nous parler de cette culture musicale ? Alors, je suis absolument amoureuse de l'Allemagne, et donc en l'occurrence avec Stefan Gens, avec qui j'ai travaillé cette année, qui est un baryton allemand et un chanteur allemand absolument exceptionnel, de lied en l'occurrence, et aussi d'opéra, mais il est très spécialisé dans le lied. Et donc, cette année, travailler répertoire allemand avec lui a été absolument incroyable. Donc ça m'a encore plus donné envie d'aller en Allemagne, et j'ai décidé de partir 1 an en Erasmus là-bas à Leipzig, et pour me permettre de parler la langue parfaitement, parce que les leaders c'est absolument sublime, mais ça demande une exigence du texte et de la prononciation que quand on n'est pas bilingue, c'est beaucoup d'heures de travail. Et je me suis dit, vu que ma carrière, j'ai envie qu'elle se dirige aussi vers ce répertoire, autant être bilingue et pouvoir un peu économiser de temps avec ça. Et c'est vrai que ce répertoire est tellement magique de par ses compositeurs, mais aussi par les poètes qui ont été mis en musique, qui sont souvent vraiment extraordinaires selon moi.
Et au final, ce n'est pas étonnant de vous avoir vu lors du concert couplé à l'exposition au Louvre de l'Allemagne. Non, ça c'était un très très beau projet que nous avons fait au sein de la classe de Jeff Cohen. Parce qu'on rentre donc dans cette option, mais on ne suit pas seulement des cours extraordinaires, mais on a en plus plein de projets extérieurs. Et ce concert avec le musée du Louvre, avec son exposition de l'Allemagne, était dans le but de illustrer musicalement toutes les périodes culturelles et musicales de l'Allemagne. Donc il y avait certains groupes, donc les duos, comme on appelle ça, un chanteur et un pianiste, on appelle ça un duo. Il y avait un duo qui chantait du Schubert, un autre duo qui faisait la figure du Wanderer, qui est une figure très populaire en Allemagne. Il y avait aussi du Malheur. Et moi, je m'occupais de la partie plus cabaret, plus légère, qui était très très amusante parce que donc j'ai chanté du Holländer, beaucoup moins connu mais qui a été très célèbre en son temps, en tout cas dans les musiques de cabaret et de films. Et j'ai chanté aussi du Kurt Weill, qui est un peu plus connu. Et c'était une expérience incroyable, malgré le fait qu'on était en plein hall, il y a énormément de bruit, il y a du passage. C'est souvent dans ces conditions-là qu'on apprend beaucoup, en tout cas. Il faut une vraie prestance pour pouvoir capter l'attention, là. Ah oui, parce qu'il faut passer outre les bruits des enfants qui braillent, des pas par terre et de l'agitation normale qu'il y a dans un musée de la sorte. Et il faut réussir à les faire s'arrêter. Du coup, c'est sûr que j'avais un rôle un peu plus facile que ceux qui chantaient du Schubert, parce que Schubert, c'est une musique très intime et c'est compliqué de faire arrêter des gens quand ils sont en pleine discussion parce qu'ils entendent un livre de Schubert. Moi, avec mon Kurt Weill et mon Holländer, j'ai pu donner un peu plus, donc c'était très drôle et l'accueil était très agréable. Ça s'est bien passé. L'exposition, vous l'avez vue, l'exposition de l'Allemagne au Louvre, pour pouvoir travailler ce concert avant ou après? Alors, il y avait une visite guidée privée qui a été un immense honneur pour nous, où on a pu voir l'exposition tranquillement. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Donc, je me suis beaucoup renseignée, bien évidemment, sur ce qu'il y avait. J'ai demandé comment l'exposition était. Et j'ai eu la chance d'y aller quelques jours avant sa fermeture, parce que je me suis dit, c'est quand même pas possible, je chante pour une expo et j'ai même pas été capable d'aller la voir. Donc, j'y suis allée et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Le Théâtre du Châtelet, on vous y a retrouvé plusieurs fois, notamment lors d'un concert cabaret autour de Kurt Weill. Et Pourquoi j'ai mangé mon père? Que retenez-vous de ces prestations scéniques? Alors, c'est deux projets tout à fait différents, mais qui sont de mes grandes joies de cette année aussi. Donc le premier projet qui était autour de Kurt Weill, c'était lors d'un concerti concerto, qui sont les fameux concerts du dimanche que le Châtelet propose, soit à 11h, soit à 17h, et qui sont des concerts ouverts à un public averti ou non averti, mais qui sont plus accessibles peut-être que les autres productions, et qui sont toujours en relation avec la production principale qui est en train de se faire. Donc là, cette année, le Théâtre du Châtelet faisait un opéra de Kurt Weill. Et pour faire un petit spectacle pour enfants, ils nous ont demandé de faire un concert autour des mélodies de Kurt Weill. Et donc c'était toujours avec la classe de Jeff Cohen. On a organisé un petit spectacle avec toutes les différentes phases créatrices de Kurt Weill, parce qu'il a eu 3 périodes, une où il habitait à Berlin, une où il habitait à Paris et une où il habitait en Amérique. Du coup, on a fait le Kurt Weill français, le Kurt Weill allemand et le Kurt Weill américain. Et c'était absolument un plaisir fou. Moi, j'ai fait partie de ceux qui chantaient les Kurt Weill français. Je faisais ce qu'on appelle les 3 chansons, j'en faisais que 2. Je faisais au fond de la scène et Yukali, qui sont absolument un plaisir fou à chaque fois de chanter, parce que c'est très théâtral, très drôle, le texte est cru mais absolument fantastique, et de chanter au Châtelet, c'est une salle merveilleuse, une très belle acoustique, donc je me suis vraiment éclatée. Au fond de la Seine, il y a de l'or,
Et puis pour le deuxième projet, Pourquoi j'ai mangé mon père, là c'était tout à fait en dehors de la classe de Jeff. J'ai dû passer une audition que le CNSM, donc le conservatoire dans lequel je suis, me proposait. Mais en dehors de toute classe, c'est une audition professionnelle extérieure. On a été 6 étudiants du CNSM à avoir été sélectionnés pour faire ce spectacle. Pourquoi j'ai mangé mon père, ça a été adapté du roman de Roy Lewis. On a eu 4 semaines de répétition pour une seule date, un soir. Donc il faut absolument tout donner pour ce soir, un samedi soir comme ça. Et c'était en fait en partenariat avec des enfants dans des écoles qui faisaient les chœurs. Donc il y avait la maîtrise de l'Opéra de Paris, qui était 40 enfants, donc qui étaient toujours présents. Et il y avait 70 enfants qui se rajoutaient à ces 40 enfants du chœur pour faire chanter chacun un acte. Donc il y avait un groupe de 90 enfants qui chantaient le premier acte dans les chœurs, un groupe de 90 enfants qui chantaient le deuxième acte, un groupe de 90 qui chantait le troisième acte, plus nous les 6 solistes. Et donc c'était un très très grand spectacle. On a eu donc la chance de travailler aussi avec un chorégraphe, donc c'était drôle parce qu'il fallait danser sur scène, c'était tout à fait dans l'esprit d'une comédie musicale. Donc pour ça l'expérience a été très enrichissante parce qu'on chantait avec des micros, ce qui n'était pas le cas lors du concert Kurt Weill. On devait danser, la musique a été composée par 3 étudiants du CNSM dans un style très jazzy, très classique bien évidemment, mais avec vraiment ses empreintes de comédie musicale et dans le jazz. C'est un très gros projet que le Châtelet fait en fait tous les 2 ans, où il monte donc un spectacle composé et joué entièrement par des élèves du CNSM et par ses enfants dans les diverses écoles pour leur permettre d'apprendre à travailler en groupe et aussi aux familles de venir au Châtelet qui n'ont pas spécialement la possibilité ni le temps de le faire durant l'année. Comment se passent les répétitions ? Alors là au Châtelet c'était sportif parce que donc on répète dans des sortes de grandes salles de danse souvent, et donc le metteur en scène, donc là c'était Jean-Philippe Delaveau, le metteur en scène disait donc dans la première chanson vous devez faire ce geste là, avancer au milieu de la scène, reculer, tourner la tête à droite, enfin il donnait des directives et puis on enchaîne petit à petit. Il y a bien évidemment toujours des personnes, soit on ne retient pas ce qu'il vient de nous dire, soit on le fait mal, etc. Mais il faut dire avec les enfants, c'est surtout un travail de déplacement. Avec des solistes, c'est un travail quand même un peu plus intéressant selon moi, c'est un travail de plus de direction d'acteur. Donc on explique plus les relations entre les personnages, il y a quand même pas mal de travail juste sur les sensations et les sentiments qu'on peut porter. Je faisais par exemple le rôle de Griselda et je devais tomber amoureuse d'Ernest, et on a énormément travaillé juste sur le premier regard, la façon dont juste avec les yeux on doit montrer cet amour sans pour autant parler, sans chanter, et sachant que ça doit être visible pour tout le public. Donc voilà, il y a un grand travail là-dessus. Donc au début on est sans costume, sans rien, juste avec un pianiste et le metteur en scène. Et puis une semaine avant, on monte sur la scène, on commence à faire avec les micros, on rajoute les costumes. Et puis la veille, on fait une générale où on a le maquillage et les coiffures. Et puis le grand jour arrive. Et lorsqu'on met des costumes, il y a également une sensation supplémentaire qui s'ajoute quand on répète. Ah oui, tout à fait. Donc, on change d'univers. Ah oui, même quand on met le maquillage et la coiffure, là on sent, on y est, ça commence vraiment, et c'est souvent une excitation énorme. Et j'ai des souvenirs pareil de quand j'étais enfant et quand je chantais dans les chœurs, les moments où on devait aller essayer nos costumes et où on devait se faire maquiller avant de rentrer sur scène, et enfin on est sur scène tout habillé, tout costumé, c'est absolument génial. Et aussi un concours des mots et des notes. Comment s'est réalisée cette participation ? Alors le concours des mots et des notes, j'ai entendu parler de ce concours en fait, et il y a eu des prospectus qui tournaient un peu au CNSM. On a de la chance d'avoir une secrétaire qui nous envoie régulièrement des mails pour les concours, pour les éditions, et en plus d'avoir plusieurs papiers qui circulent. Du coup, j'ai vu que c'était un concours de mélodie française. Je suis absolument fan de la mélodie française aussi. Ça tombait très bien au niveau, c'était en octobre, c'était parfaitement au début d'année quand on n'est pas encore trop pris par tout le travail de l'année. Le thème du concours, c'était des animaux et des hommes, un thème qui me parlait beaucoup.
Du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire. Le plus difficile dans la préparation d'un concours, c'est la préparation d'un programme. Moi, en tout cas, je passe 80% de mon énergie à choisir mes morceaux et à faire un programme cohérent, logique avec ce que je suis, avec ma voix, avec mon âge, et en même temps, quand on a des thèmes qui correspondent avec le thème. Le léopard est survenu. Voilà, le léopard. Mais là, le Jean Vienner, en fait, on nous imposait, les chantefables de Jean Vienner, on nous imposait ce recueil et on devait en choisir une. Du coup, j'ai acheté la partition et je les ai toutes écoutées. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, je connaissais pas du tout. Du coup, c'était très, très agréable de découvrir ce compositeur qui, à côté de ça, est vraiment très, très bien. Et plusieurs des chantefables sont très agréables à chanter. Et j'en ai d'ailleurs fait après au Muro avec Jeff Cohen pour la fête de la musique. Du coup, voilà, on prépare un programme et puis il faut passer donc il y avait un premier tour et puis un deuxième tour. Et j'ai eu la grande joie de gagner le concours et c'était une très, très, très grande expérience que je suis très heureuse d'avoir fait ce concours. Avec le prix du jury et le prix du public. Tout à fait. C'était absolument, je ne pouvais pas demander mieux. Et en plus du prix du jury et du prix du public, j'ai eu un concert. On m'offrait donc ce concert au Muro pour la fête de la musique avec le pianiste de mon choix. Je n'ai malheureusement pas pu faire avec le pianiste avec qui j'ai passé le concours parce qu'il n'était pas disponible. Mais donc je me suis dit, autant prendre la crème de la crème, autant prendre Jeff Cohen directement. Et il a accepté et donc on a pu faire ce concert aussi grâce à ce concours. Le jour de la fête de la musique, pourquoi ce choix ? Alors ça c'est Donc j'avais d'autres possibilités, mais il s'avérait qu'on était tous les deux libres, Jeff et moi, ce jour-là, et que Madame Roussel, donc la présidente de l'association des mots et des notes, nous a proposé cette date. Et en plus, il fallait que ça soit une scolaire. Et du coup, on était tous les deux libres le matin. Donc on a dû venir au Muro à 10h du matin faire un concert. Ça, c'était un peu dur parce que pour un concert à 10h, il faut arriver vers 9h sur place. Donc il faut partir à 8h parce que c'est quand même assez loin. Donc il faut se réveiller à 7h. Et bon, pour chanter, c'est un peu compliqué. Je sais que la plupart des personnes vont au travail à 8h. Mais dans le monde lyrique, on va dire que c'est quand même assez rare d'avoir des concerts à 10h du matin. Mais ça aussi, c'est une expérience et je regrette nullement. Comment se passe cette année au Conservatoire de Paris, justement ? Ma première année s'est très très bien passée. J'ai été très agréablement surprise sur beaucoup de points. Le premier est la qualité des cours que nous avons et la quantité, parce qu'on ne chôme pas. On a 28 heures de cours par semaine. Moi qui prenais 3 options en plus, j'ai eu un emploi du temps pire qu'au lycée, je m'y attendais pas du tout. Et on a des cours avec des profs exceptionnels. Donc ma prof de chant, Valérie Guiori, et mon chef de chant qui accompagne donc les cours et avec qui j'ai des cours en plus extérieurs sur le répertoire, donc Carolo Zouganilis qui est un chef de chant extraordinaire, puis Jeff Cohen, mon prof de répertoire de mélodie et de lead, Stéphane Gens, mon prof de répertoire allemand, Sabine Vatin, ma prof de solfège. J'ai eu aussi des cours de français avec Agnès Terrier, qui est dramaturge à l'Opéra Comique, et puis des cours de piano, puis mes options, on avait aussi des cours de danse. On a une formation absolument incroyable. Je me souviens même plus de tous mes cours, tellement on en avait. Mais voilà, on a aussi des cours d'allemand, bien évidemment, avec Volker Haller, et des cours d'italien avec Susanne Napo-Dighe. Et c'est génial parce qu'on n'a pas le temps de se reposer. C'est peut-être le point un peu négatif dans l'histoire, c'est qu'on se fatigue à la fin de l'année. En juillet, on est mort. Mais en même temps, j'ai appris
tellement de choses, c'est incroyable. Et puis en plus, l'autre point très positif, c'est que l'ambiance entre les camarades se passe très très bien. On est donc 13 cette année à être rentrés dans la promotion dans laquelle je suis. Et une très bonne ambiance interne, on est tous là à se soutenir parce que bien évidemment dans le chant il y a des hauts et des bas, c'est très relié aussi à nos problèmes personnels, c'est tellement intime comme l'instrument, c'est quand on va mal et c'est très difficile de bien chanter. Donc quand il y avait des passages un peu difficiles, on était tous là pour se soutenir, c'était vraiment une très très bonne expérience et j'ai hâte de commencer cette deuxième année. Vous faites également partie de l'ensemble 101 collectif de chant contemporain. Comment avez-vous intégré cette formation ? Cet ensemble, je l'ai intégré grâce à ma très grande amie Marie Perbost, avec qui j'étais au conservatoire, qui est une soprane, qui est aussi rentrée au CNSM de Paris ici. Du coup, elle avait intégré déjà ce groupe et il cherchait une 5e personne. Et elle a tout de suite pensé à moi et elle m'a proposé donc d'intégrer. J'ai fait une toute petite audition devant Mike Salomon, donc le créateur et le compositeur de cet ensemble, et le courant est très très bien passé. Et du coup, j'ai la chance depuis 2-3 ans maintenant de faire partie de cet ensemble. Participer à cet ensemble, bien que vous serez en Allemagne prochainement. Ça va être un peu dur. Donc on a un peu de sous de côté, donc l'ensemble me paye les peu de trajets que je vais devoir faire quand même cette année parce que je ne peux pas en faire tant que ça. Donc je vais revenir au mois de novembre pour les concerts qu'on a à Grenoble en novembre. Et puis je vais malheureusement pas pouvoir participer à un événement majeur de notre ensemble qui est au Théâtre des Déchargeurs avec la création d'un opéra Overtime. Donc ils vont devoir le faire à 4. Mais cela étant dit, ça n'est pas si mauvais que ça, vu qu'on défend le fait qu'on ait un ensemble à géométrie variable. Donc nous avons déjà fait des concerts à 3, à 4 et à 5. Et si l'occasion se présente d'en faire à 2, on peut aussi. À 1, ça ne devient plus un ensemble, donc on peut pas faire moins de 2. Mais voilà, on tient au fait que le compositeur Max Solomon compose en fait pour nous. Il crée toutes les œuvres, nous chantons que les œuvres de Max Salomon. Du coup, quand il voit qu'on a un concert et qu'on n'est que 3 sur 5 à pouvoir y participer, il crée une œuvre de 3 voix, pile pour cette occasion, ou sinon il l'adapte à 3 voix, ou à 2, ou à 4. Donc en fait, ils vont très bien pouvoir se passer de moi. J'espère pouvoir... si ce spectacle se refait, pouvoir y participer, et on fera sûrement d'autres créations à ce moment-là. C'est des compositions Rebissuron où on adapte par rapport aux interprètes, tout simplement. Tout à fait, et c'est écrit pour nous, c'est écrit pour nos voix, pour notre personnalité. On commence à très bien se connaître tous les 5, et c'est un des plus grands plaisirs d'ailleurs, c'est de commencer à connaître nous-mêmes aussi la musique de Mike maintenant quand il nous apporte des morceaux. On déchiffre beaucoup plus facilement qu'au tout début parce que c'est de la musique très très complexe, très difficile à déchiffrer, à chanter et à mettre en place rythmiquement, c'est monstrueux. Mais on sent les années qui viennent maintenant. On vient de déchiffrer un nouveau morceau qui se base entièrement sur le thème de Over the Rainbow dans Le Magicien d'Oz. Et on n'a jamais monté un morceau aussi vite alors que c'est un des plus durs. Mais voilà, ça commence à venir, et vu qu'il écrit tellement bien et qu'il écrit pour nous, finalement en fait j'ai l'impression d'être chez moi quand je chante sa musique, c'est très agréable. Over the rainbow, way up high, there's a dream that I heard of once in a lullaby.
Why, oh, why? Sunday, Sunday, I wish far behind me. Where the chimney tops swing, find me somewhere. Over the red, bluebirds fly. Oh, why can't I, if happy little bluebirds fly? Why, oh, why I somewhere, where you'll find me, somewhere, oh, skies are blue, and the dreams that you dare to, happy, slow, sweat, pee, some fly over the rain, where try, melt like lemon drops away, way up high, there's a rainbow, skies are, and the dreams that you way up chimney tops, that's where blue fly once in a life saw beyond the rainbow. Why, oh, why rain will come. Alors Elsa, 2 membres de l'ensemble vont venir nous rejoindre pour cette interview. Tout à fait. I'm a little girl, 4. I'm a little girl. Marie et Eudes, comment est-ce arrivé pour vous contribuer à cette magnifique aventure? Alors tout d'abord, l'ensemble, c'est une rencontre en fait de 5 personnes, 5 chanteurs qui au départ se sont connus dans un chœur, tout simplement. Et en fait, par collaboration, on a décidé de monter cet ensemble contemporain. C'est surtout une histoire d'affinité en fait avec le compositeur qui nous a trouvés les uns après les autres. Ça gravite autour de lui et de ses choix artistiques, puisque comme Elsa vous l'a sûrement dit, il compose pour nous. Toutes ses compositions sont basées sur nos spécificités vocales et c'est vrai qu'il a fait son choix parmi les musiciens qu'il avait à sa disposition. C'est ce qui fait l'originalité aussi de notre démarche. Et la force, puisque au moins vous avez des textes appropriés à vous, que vous pouvez interpréter de façon intégrale. C'est ça, c'est cet échange création-interprétation, en fait, qui est une de nos premières caractéristiques. C'est-à-dire que même quand Mike nous propose des choses, on a toujours notre droit à la parole si on n'est pas d'accord ou si on veut changer quelque chose ou même contribuer. Et c'est un vrai plaisir de savoir qu'on ne nous impose pas les morceaux, mais on a vraiment notre part de créativité aussi. Quand et pourquoi ce collectif a été créé justement? En 2011, lors d'un concert en fait, où Mike, on le voyait souvent composer en fait, et a décidé de se lancer dans la formation d'une équipe, d'un collectif. Il nous dit que c'était son rêve depuis longtemps de faire un ensemble vocal, parce qu'il avait déjà composé pour des autres groupes, mais il voulait composer son ensemble avec ses chanteurs et des gens qu'il appréciait particulièrement. Et du coup, je pense que c'est vraiment parti. Il a une énergie telle qu'il a réussi à soulever des montagnes pour essayer de former cet ensemble. Parce que c'est pas facile au début, parce qu'on part de rien, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de point final vers lequel on peut dire on va. Non, c'est juste, il faut avoir des affinités. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour sa musique, donc je me suis dit juste pour ça, j'ai envie de travailler avec lui. Et en plus, je connaissais aussi donc déjà Marie avec qui j'avais très envie de travailler, mais au début c'était un rêve pour lui et petit à petit on a réussi à monter des morceaux et pour enfin avoir un premier concert et maintenant on est enfin lancé. Mais au début ça part de rien. C'est ça qui est très très beau aussi.
bang your dad, bang your dad, bang your dad, bang your dad. Everybody wants to be part of me. 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 Rechercher un travail original et de qualité. On prend le temps de travailler, mais bien. Oui, c'est vraiment un travail long et assez éprouvant dans le sens où c'est vrai qu'on part d'une partition qui ne nous est pas du tout connue. Mike nous apporte ça comme ça et on découvre tous ensemble ce qu'on va pouvoir en faire. Et on est aussi, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on doit interpréter l'imagination de Mike, ce qu'il a imaginé, ce qui serait le plus adapté pour nous. Et évidemment, parfois le rêve ne colle pas à la réalité. Et comme disait Elsa, des fois il faut faire des modifications. Et le vrai plaisir dans ce travail, c'est oui, l'ajustement, le côté, la vraie discussion qu'il peut y avoir. Nous, on est du genre à râler, à refuser. Et Mike, il a un courage incroyable et il nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait jamais. Et ce qui est formidable dans cet ensemble, c'est le dépassement. On a fait des choses en 1 an, en 2 ans, qu'on n'aurait même pas imaginé un seul instant faire. Et ça, c'est vraiment le bonheur que j'ai dans cet ensemble et qu'on a tous, je pense. On entre sur scène et on se dit « Non, c'est pas possible, c'est pas possible, je vais pas faire ça. » Et on le fait. Et non seulement on le fait bien, mais en plus on y prend un plaisir fou. Et on a eu des retours excellents de la part du public pour l'instant, donc on est dans une dynamique qu'on espère sans fin. C'est aussi la découverte d'un univers. Bah, celui de Mike, ça va de la mouette au gorille. Non, c'est assez extraordinaire. La première fois, je pense qu'à la première écoute, tout le monde est assez déstabilisé. Et au final, on se laisse porter en fait. On peut rentrer dans cet univers. Il est très accessible. C'est vrai que c'est en ça, par exemple, une résidence comme Nevers, où on a vu des enfants assez émerveillés. Pour un concert de musique contemporaine, ça paraissait assez incroyable de voir, par exemple, l'effet sur les spectateurs. Ça avance à chaque concert. La mise en lumière, par exemple, a donné d'autres facettes à cette musique. Je pense que pour Mike, ça a été aussi une découverte. C'est vrai que c'est un dépassement à chaque fois pour chacun de nous. Un dépassement qui peut même aller jusqu'à la sonnerie de portable. Alors, les singtones, oui. Ça, c'est notre... grande fierté. Grande fierté. C'est notre premier projet en fait pour récolter en fait tout simplement un peu d'argent pour lancer l'ensemble. Aujourd'hui, on connaît My Major Company en France, mais aux États-Unis, ça s'appelait Kickstarter. Voilà, c'est le même genre d'initiative. I put my feet out. 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 Bend your knees and shoot up your arms. Now it's time to feel dance the fall. I'm gonna dance the feet out. Bend your knees and shoot up your arms. Now it's time to feel dance the fall. Everybody's sing. Everybody's sing. Everybody's sweet. Everybody's sweet. Everybody's there. They're all there. Get up and my baby rings me up and I'm in the air with my feet out. Bend your knees and shoot up your arms. Now it's time to feel dance the fall. It's the fall. It's the fall. My baby rings me up and I'm not alone. Oh, fall.
Come on, my feet in the zone. Come on, 06, I'll throw you a bone. Et c'est vrai que ça nous a permis de fabriquer en 30 secondes, 1 minute, à chaque fois des sonneries de portable qui sonnent un peu partout maintenant. Mais c'est toujours d'actualité. Vous pouvez aller voir sur notre site internet. On en fabrique toujours sur demande. On peut faire des choses vraiment extravagantes. On peut faire des choses vraiment variées. Le tout composé exclusivement par Mike. Ça peut aller des choses très jazzy et vraiment... très, très douce à des choses vraiment improbables. Pour nous, c'est une façon de faire notre art tout en étant un peu financé. Et pour les gens, c'est une façon d'avoir une sonnerie portable vraiment unique et pas quelque chose, enfin vraiment quelque chose de recherché. C'est vraiment quelque chose d'unique et créé sur mesure. Ça peut intéresser et il ne faut pas hésiter à nous en commander encore parce que nous, ça nous fait très plaisir. Disons que ça fait partie aussi d'une philosophie de Mike, d'une éthique, de jouer aussi sur le libre en fait. Je pense que toutes ses partitions sont accessibles sur internet. Toute sa musique aussi est gratuite, tout le monde peut la télécharger. D'ailleurs, on voit souvent, il y a pas mal de téléchargements, on regarde. Et c'est vrai que c'est une volonté en fait de dépasser cette idée de une partition doit forcément être payante, de même pour un disque ou voilà. C'est une volonté du libre en fait. Et de rendre accessible la musique classique, contemporaine, un peu plus élitiste, et de la rendre accessible à tout le monde. Et avant de rentrer sur scène, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous préparez? Alors souvent on cherche sa chemise, ses chaussures aussi, parce que notre compositeur aime emprunter les chemises d'autres personnes. Donc ça fait partie aussi d'un univers. Donc on commence par chercher ses chaussures. Après avoir, je pense que ça dépend de la mise en scène, mais oui, il y a, je pense comme tout concert, il y a un moment de panique. Et voilà, je pense qu'après il faut se lancer. Et c'est vrai que de l'entendre, la porte se ferme, le concert par exemple Sopretti, on l'entend comme ça, on se croit au zoo, au cirque, et c'est derrière la porte, c'est à la fois, on a un lion qui est sur scène, et il faut enchaîner en fait. Voilà. Donc en fait c'est une énergie énorme qu'il nous donne, et il faut essayer d'être à la même hauteur. Il y a une très très grande concentration, bien évidemment. Moi je sais que je relis énormément mes partitions parce que c'est une musique qui, donc malgré son aspect très libre, très improvisé et un peu foufou, tout est écrit, tout est millimétré à la moindre petite note, au moindre petit rythme, et c'est d'une exigence artistique énorme. En tout cas, c'est une de mes plus grandes exigences que j'ai jamais eues avec cette musique. Et du coup, il y a une vraie relecture, et puis un moment de concentration. Et il faut pas trop se poser de questions, parce que c'est vrai quand on commence à se dire, je vais faire ça, et ça, et ça, et ça, alors là c'est fini. Es war einmal ein Zauberbuch. Ein Zauberbuch. Ein höflich und Pick-Zauberbuch. Pick-Zauberbuch. Das Buch reiste weit und breit, das Buch vertreibe Traurigkeit. Seine Art. War steuerbefreit. Was ist das? Zeigen Sie mich. Ja, offenbaren Sie sich. Doch dies ist ein sterbliches Buch. Oh, was für ein fröhliches Buch. Wir wollen Ein Schauer lass mir über den Rücken. Komm, Abschied halten, jetzt Pressen Sie uns oder wir werden unsere Katzen treten. Ja, pressen Sie uns oder wir werden uns weinen. Und das ist, was er gesagt hat. Donc on se lance, et puis c'est ce qui est magique, comme disait Marie, il y a la magie qui s'opère, et quand le public est réceptif, c'est génial. Le public est très réceptif puisqu'on peut vous retrouver prochainement. Alors au concert de la Loge au mois de février, on a aussi la BNF, on prépare aussi un opéra Overtime, ça c'est au Théâtre des Déchargeurs en fait, qui sera du 5 au 22 mars. Tous les soirs à 21h30.
Voilà. Mais encore une fois, on peut retrouver toutes les informations des concerts sur le site Ensemble 101. On a plein de petits concerts aussi de présentation de cet opéra Overtime. On a une découverte à Montreuil, avec le conservatoire de Montreuil. On a aussi avec Oulipo. L'ouvroir de littérature potentielle. C'est vrai que, pareil, ils nous ont fait découvrir un peu la contrainte en poésie et ont mis en relation en fait toute leur recherche avec l'écriture de Mike. Donc c'est vrai que ça fait une très belle collaboration et il nous tire vers le haut. C'est vrai qu'il nous invite à la BNF, c'est un grand privilège. Et ça va être une grande expérience pour nous parce que la BNF c'est le grand amphithéâtre de la BNF, ça va être extraordinaire parce que c'est un plateau qui nous offre une possibilité de toucher un public extrêmement varié et puis aussi de pouvoir collaborer avec des gens aussi exceptionnels que ces artistes. C'est pour nous une grande chance, on est très contents de faire ça. Et ça va permettre aussi donc de faire la promotion de cette création, Overtime, qui est donc un opéra spécialement composé par Mike Salomon pour le Théâtre des Déchargeurs et pour donc seulement 4 des membres de l'ensemble puisque je pars à Leipzig. Et ça va être un très grand événement pour l'ensemble vu qu'on a une quinzaine de dates. Enfin, tes fans ne seront pas déçus puisque tu apparaîtras en vidéo dans tout à fait. On sera présente je m'en et parmi nous. Donc vous avez tout prévu? Bien sûr, mais attendez, c'est un vrai métier. Hein. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci. Merci.